Bonjour. Donc Valérie Duna, Efficience Santé au travail. Nous sommes ravis de vous retrouver dans notre série des webinaires de prévention. Donc là, aujourd'hui, nous allons traiter le sujet des addictions. Donc l'objectif pour nous et pour vous, de partager le savoir, tout savoir sur les addictions. Donc en présence du professeur Amine Benyamina, psychiatre, addictologue et président aussi des fonds Addicted. Donc, l'objet effectivement de ces échanges, c'est de pouvoir communiquer avec vous, vous présenter tout ce que vous devez savoir important sur les addictions. L'idée est de pouvoir échanger, donc n'hésitez pas à poser vos questions lors de ces échanges et puis nous pourrons peut-être y répondre soit, je dirais, au fil des discussions ou à la fin de cette présentation. Donc, merci pour votre présence. Donc, nous allons démarrer. Donc, Amine, quelles sont les drogues licites ou illicites que les Français consomment? Bonjour Valérie, bonjour à nos, j'ai envie de dire auditeurs pratiquement, ou bien internautes. Bonjour, merci de continuer à être efficient en écoutant et en regardant Efficience Santé Addicted. C'était tentant. Valérie, donc on va essayer de faire le point rapidement et tout simplement ouvrir sa radio, prendre son journal et on sait parfaitement que dans le classement, on a d'abord et avant tout le tabac. D'autant plus qu'en ce moment, il y a quelques chiffres qui sont, après une baisse croissante du tabac en France, on arrive à un moment donné où on stagne. Première cause de mortalité évitable en France, 72 000 morts. Juste après le tabac, évidemment, l'alcool, qui est la deuxième cause de mortalité évitable en France. Quand on dit évitable, c'est parce qu'on sait que le tabac et l'alcool sont responsables de 75 et 42 000 morts, mais bon, on peut les éviter. Voilà. Troisième produit, c'est le cannabis. Les Français, on l'a vu la semaine dernière, premier consommateur bien devant de cannabis en Europe, à travers les jeunes, mais pas que. Puis arrive assez rapidement, on a longtemps été champion du monde des psychotropes, mais on le demeure. Les médicaments, psychotropes et antidouleurs. Alors évidemment, là, c'est compliqué parce que dans les médicaments, il y a de tout. Il y a évidemment les médicaments trop forts. Il y a les médicaments, disons, non addictogènes, et puis certains sont addictogènes, notamment ceux qui ont des médicaments opiacés. Puis arrive, bien loin derrière, mais toujours présent, la cocaïne. Et puis le crack, tout le monde sait ce que c'est maintenant. Ça fait maintenant bien 15 jours qu'on a le feuilleton du crack à Paris. Oui. 150 à 200 personnes qui occupent l'espace médiatique, mais en vérité, c'est quoi? C'est de la cocaïne free base, c'est-à-dire moins chère et qui est passée par des étapes chimiques pour être fumée. Puis arrivent les amphétamines, les psychostimulants, puis les opiacés, les opioïdes. Les opiacés, c'est essentiellement les opiacés médicamenteux. Voilà en gros, Valérie, le classement OFDT. Faut-il encore le reconnaître? Okay. Et oui, donc c'est un vrai sujet de société. Donc, quels sont les différents types d'usages? Alors, les différents types d'usages, on les connaît maintenant. Je m'appuie sur des définitions que tout le monde connaît. Alors, ce qui est intéressant de vous montrer ici, c'est plus du tout à la mode, mais ça vaut le coup. Vous avez en bas l'abstinence en vert, c'est la grande majorité des personnes. Tout le monde ne consomme pas des drogues, mais ça dépend des drogues. Par exemple, pour l'alcool, quand on ne consomme pas en France, on est un peu regardé bizarrement. Ah bon, tu ne bois pas, même pas pour une fête. Non, voilà. Il y a l'abstinence. Ensuite, les premières expériences qui arrivent assez tôt. Et plus l'expérience est précoce, et plus elle risque de construire finalement le parcours de personnes portant des problématiques addictives. Ensuite, il y a l'usage simple. Alors, l'usage simple, c'est l'usage dit social. Voilà. Dans quelle société on évolue, où, avec qui et comment. Et puis, on a aussi l'usage nocif ou abusif, c'est le fait de consommer et de commencer à ressentir les effets liés à la consommation, les effets nocifs pour sa personne, pour son environnement et pour sa personne psychologique et physique. Être un peu déprimé, prendre du poids, ou alors avoir des problèmes au niveau du foie, au niveau des yeux, au niveau des... c'est ça l'usage nocif, ou au niveau du travail. Alors, je ne suis pas très performant, j'ai du mal à me lever le matin parce que le soir, je fais la fête, je bois beaucoup d'alcool. Ça, s'il faut l'avoir, c'est très important. Bon, les chiffres,
On peut vous les donner. Hein. Ensuite, la dépendance, c'est lorsque toute sa vie tourne autour de la consommation des produits. Si on va avoir quelques éléments intéressants pour pouvoir se repérer, l'usage régulier qui diffère en fonction des substances, et on dit au moins 3 fois par semaine pour l'alcool, tous les jours pour le tabac, plus de 10 fois dans la semaine pour le cannabis. Voilà, en gros. Mais attention, je n'aime pas donner ces chiffres parce que tout le monde ensuite se repère par rapport à ça en disant bah, je suis au-dessous, je suis à 9, donc je suis bien. Très bien. Vous voyez? Donc C'est c'est le risque. important. Je reste un peu généraliste volontairement. Et l'addiction, comme je l'ai dit, c'est la perte de contrôle complet lorsque la consommation finalement vient prendre totalement possession de son existence. Alors, c'est vrai que les usages nocifs, abusifs et de dépendance, ce sont des usages qui peuvent nous préoccuper effectivement dans le monde de l'entreprise, puisque on verra après plus tard lors de cette présentation les effets et les incidences que ça peut avoir. C'est important. Une addiction est-elle forcément liée à Oui, je vais y arriver, à une à la substance pizza. psychoactive? Vous avez une substance psychoactive à droite sur l'écran, c'est la pizza. Non, évidemment que non, évidemment que non. On sait maintenant, et puis la science vient le confirmer, qu'on a affaire aussi à ce qu'on appelle les addictions sans substance. Donc, il est tout à fait possible d'être addict à un comportement sans le produit. Donc, ces addictions comportent de nombreuses, évidemment, similarités comme les produits. Surtout, elles ont la même cible que les produits. On le verra tout à l'heure, hein, évidemment, la cible au niveau cérébral. Et puis, surtout, de plus en plus, on voit les dégâts, les effets qui sont un peu les mêmes, les effets sur la personne, peut-être pas sur le corps, mais sur la personne psychologique, et des effets sur finalement l'organisation sociale et au quotidien. Alors, l'Organisation mondiale de la santé a retenu quand même le jeu, et l'Association des psychiatres américains qui émettent des classifications, c'est pareil. Le jeu d'argent, le jeu vidéo, les addictions donc sont reconnues comme étant, ces pratiques sont reconnues comme pouvant entraîner des addictions sans produit. Il y a d'autres comportements hein, dont on sait, nous, sur le terrain, qui peuvent tout à fait être considérés comme des addictions à un moment donné. On les a ici, c'est le sexe, les achats compulsifs, Internet, la nourriture. Et d'ailleurs, on est très souvent interrogé maintenant sur le sucre. Par exemple, est-ce que nous avons une addiction au sucre? Est-ce qu'elle est forte? Il y aura des choses à dire là-dessus aussi, évidemment. Alors, quels sont les critères qui définissent l'addiction? Ah, quels sont les critères? Alors, je vais vous donner les critères académiques et après, on va discuter comme ça. Alors, on a quand même, pour des raisons pratiques, et d'ailleurs aussi pour des raisons de classification internationale, émis des critères. Il y a 11 critères qui ont été retenus par le DSM. C'est le manuel dont j'ai parlé tout à l'heure, américain. Et dans ces critères, certains pèsent plus que d'autres. D'abord et avant tout, celui qui me semble être capital en matière d'addiction, c'est ce qu'on appelle le craving. C'est le besoin impérieux et irrépressible de consommer une substance et de pratiquer un comportement. Le craving, c'est une instance difficile à définir parce qu'elle est à la fois psychologique et biologique. Cette notion de cette envie, crever d'envie de faire quelque chose. Et le craving, c'est un terme anglo-saxon. Ensuite, c'est la perte de contrôle sur la quantité et le temps dédié à la prise d'une substance alors qu'on a décidé de faire autrement au départ. On décide de prendre un verre, on finit par être ivre-mort. Et ça, c'est un scénario qui se répète à chaque fois que l'on reprend de l'alcool. Ce qui explique que, pour certains, la fameuse consommation contrôlée n'est pas du tout à prescrire parce que dès lors qu'on commence à boire, on ne s'arrête pas. Ensuite, beaucoup de temps consacré à la recherche de la substance et du comportement, c'est ce qui explique que dans la définition des addictions, on a ce qu'on appelle des dommages sociaux. Quand on prend du temps à chercher et à consommer, on ne s'occupe pas de soi, on ne va pas bien, on ne travaille pas, on ne s'occupe pas de sa famille, on est totalement finalement disqualifié socialement. Ensuite, l'augmentation de la tolérance aux produits, c'est le fait de consommer la même quantité pendant un moment et à un moment donné, on se rend compte qu'on n'a plus les mêmes effets. On n'a pas les mêmes effets parce qu'il y a un effet d'habituation biologique. Et donc, pour avoir les mêmes effets, il faut augmenter la quantité de produits consommés. Okay. Ensuite, on a la présence d'un syndrome de sevrage. À l'arrêt, on ressent le manque et ce manque, il est biologiquement perceptible avec des symptômes qui peuvent apparaître brutalement et en fonction du produit.
et qui viennent finalement mettre en péril, en quelque sorte, le fait de ne pas consommer. Alors, la seule façon de lutter contre le sevrage, c'est soit d'être patient parce que tout sevrage finit par disparaître, ou alors reprendre le produit. Évidemment, les conséquences, c'est qu'on ne peut plus les obligations importantes, y compris le fait d'être efficient sur le plan physique, on est bien d'accord. On a des problèmes personnels et sociaux, ça c'est les conséquences. Et on essaye, et on n'y arrive pas malgré l'effort mis pour pouvoir changer son comportement. Alors évidemment, toutes les activités personnelles, familiales, sociales, professionnelles sont réduites au profit de la quête et de la consommation des produits. Et puis surtout, on continue à consommer alors qu'on voit les dégâts. On n'est plus capable de s'arrêter. Donc c'est vraiment une notion de perte de liberté qui est réelle. Voilà globalement les 11 critères et les commentaires des 11 critères. Alors, comment savoir ensuite si l'addiction est faible ou sévère? Alors, vous l'avez ici sur l'écran. On a des critères, les 11 que j'ai cités, et puis on va les classer. Par exemple, si on a 2 ou 3 critères, l'addiction est faible, sur les 11 que j'ai cités, peu importe, mais je tiens quand même à signaler, à insister sur le craving qui est un critère particulier. Présence de 4 ou 5 critères, l'addiction est modérée, et au-delà de 6, on a affaire à une addiction qui est sévère. Ensuite, ce qui est important, c'est de savoir quel type d'addiction est la nôtre. Tabac, alcool, opiacés, jeux vidéo, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose et surtout, ce ne sont pas les mêmes effets sur le cerveau et sur le corps et sur la psychologie. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, puisque on va parler un peu d'Addicted, il y a des tests d'auto-évaluation spécifiques et validés qui peuvent nous permettre de nous orienter, même sans l'apport et l'aide d'un professionnel de santé, d'un soignant. Donc, on arrive à voir, et d'ailleurs c'est anonymisé si on veut les faire, sur le portail d'Addicted, vous y allez, vous avez des icônes dans lesquelles vous avez les tests, et permettent d'avoir une idée sur où on en est. D'accord? Je répète, ce sont des tests d'évaluation, ce n'est pas un examen diagnostique auprès d'un praticien. Okay? Oui, ça permet. En gros, absolument. Pardon Valérie, ça permet. Non, je disais, ça permet de faire un petit peu un stop sur image et de voir finalement où on en est de notre consommation sur telle ou telle substance. Et finalement, c'est aussi une relation étroite entre soi-même, de faire un état des lieux. Parfois, ça aide aussi à prendre certaines décisions. Alors, quels sont les facteurs susceptibles justement de conduire à une addiction? Il y a globalement 3 gros compartiments. Quand on les montre comme ça, c'est assez simple à comprendre. Alors, je commence par, une fois n'est pas coutume, les facteurs environnementaux qui sont à la mode en ce moment. Parce que oui, c'est ce que j'allais dire. On partage avec la planète un même stress, c'est la pandémie liée au Covid. Voilà. Donc, les facteurs environnementaux, c'est ça, c'est ce qu'on vit ensemble. Et puis, il y a des choses plus spécifiques. C'est par exemple le statut et l'exposition aux produits. Évidemment, la France, on est exposé, on a le produit alcool et le vin est particulier. Il y a, ensuite, contre la planète à la France à la famille, les habitudes et l'environnement familial. Dans certaines familles, on voit plus que dans d'autres, on fête un peu plus que dans d'autres, on a peut-être des rituels qui peuvent être à la fois des rituels de tous les jours, des rituels philosophiques, spirituels, religieux, tout ça ont un effet particulier aussi sur l'initiation dans le milieu familial. Et puis, il y a aussi le statut des produits. Il y a certaines familles dans lesquelles, moi j'ai vu ça, on fume du cannabis ensemble, quoi. Ça arrive. Il y a pas finalement, le caractère illicite ou illégal est évacué au profit de l'habitude familiale. Donc ça, c'est important. OK? Alors, est-ce qu'il y a aussi existe-t-il des facteurs de risque liés au travail? Je n'ai pas fini, parce que j'étais que sur l'environnement. Deuxième paquet. Je prends mon temps. Les facteurs individuels. C'est quoi? C'est qu'il y a d'abord le caractère de la personne. Ça dépend, on est tous différents. Alors, dans le caractère, il y a ce qu'on appelle des traits de caractère qui peuvent exposer à l'expérimentation des drogues. La recherche de sensations fortes, la timidité, le faible évitement du danger,
Tout ça constitue des susceptibilités personnelles qui peuvent nous amener à aller vers le produit, à faire des expériences. Il y a aussi les événements traumatiques, ça c'est important. Tout le monde connaît évidemment l'histoire des femmes qui arrivent à un âge adulte, consomment, et certaines d'entre elles viennent confier dans le secret de la relation thérapeutique des histoires d'abus sexuels. Et puis des traumatismes pédopornographiques ou pédophiles. Donc, il y a aussi les pertes précoces. Ça, c'est important. Et puis, à côté de ça, il y a les facteurs biologiques. On est différents biologiquement. Des facteurs génétiques, des marqueurs. Okay. Puis, dernier point, après l'environnement et les facteurs individuels, il y a ce qu'on appelle les facteurs liés au produit. Évidemment, la consommation du cannabis n'a pas la même force addictogène que la consommation du tabac ou de l'héroïne. Donc, il y a ce qu'on appelle le caractère addictogène propre au produit. Et donc, c'est l'association de ces trois facteurs, ces trois paquets, qui aboutit à finalement l'installation d'une addiction chez une personne. Voilà, c'est pas simple d'être addict. Il faut avoir tout ça. Voilà, Valérie. Merci pour ces précisions. Et du coup, je repose ma question. Existe-t-il des facteurs de risque liés au travail? Et c'est ça qui nous importe On y aussi. vient. Alors, le travail n'est pas addictogène. C'est même plutôt le travail, ça émancipe, ça aide, c'est important. Mais, évidemment, ça, on le sait depuis quelques années, il y a ce qu'on appelle les risques psychosociaux du travail. Le stress, l'accueil du public, par exemple, dans certaines situations, les relations difficiles avec les collègues, avec les supérieurs, le fait qu'on soit contraint finalement d'aller travailler, alors que, je dis contraint, hein, pas dans le plaisir, alors qu'on n'aime pas le milieu dans lequel on travaille, mais on n'a pas trop le choix parce qu'il faut payer ses factures, voilà. Donc tout ça constitue des stress extrêmement importants. Il y a aussi la pénibilité, on oublie, hein, mais il y a des travail pénible, la manipulation d'objets lourds, les conditions climatiques, les personnes qui travaillent en milieu hostile, le froid, le chaud, les intempéries. Donc, cette pénibilité joue un rôle aussi important. OK? Les relations conflictuelles, toutes les relations conflictuelles. Il y a aussi parfois les cultures des entreprises qui peuvent aussi contribuer à être un facteur parfois de stress. Alors, évidemment, il y a certaines cultures de l'entreprise qui sont aussi des facteurs de protection. Il y a les déjeuners d'affaires, les after-work, tout ça constitue aussi des circonstances dans lesquelles on se retrouve à boire. Par exemple, des dîners de travail, des déjeuners de travail. Il y a aussi le principe du management, la culture de l'hyperperformance. Tout le monde a en tête la grande entreprise de télécommunications qui évidemment a fait parler d'elle à la faveur d'un grand procès. Donc, cette culture de l'hyperperformance ou bien de l'imposition des personnes dans des objectifs précis, la réactivité, la disponibilité, l'hyperdisponibilité. On a un peu évolué, mais cette culture existe encore. Et puis, il y a l'accessibilité des substances psychoactives sur le lieu de travail notamment, par exemple l'hôtellerie et la restauration, mais pas que, le milieu hospitalier et médical, les personnes qui peuvent avoir recours à des thérapeutiques et des traitements. Okay. Puis, il y a la précarité professionnelle, les bas salaires, l'intérim, l'impossibilité d'être augmenté, le jet de l'indice des salaires, par exemple. Tout ça constitue des facteurs de risque liés au travail. La question que tu m'as posée, Valérie. Et oui, c'est tout l'environnement de travail finalement. Ah oui, c'est tout. On n'a pas tout dit, mais c'est important. Oui. Alors, comment se fait le glissement finalement de ces consommations vers une addiction et c'est quoi le circuit de la récompense? Alors ça, c'est important. Je vais peut-être un peu m'apesantir parce que ça, c'est la base de la compréhension et c'est ce qui a donné à la dictologie la discipline qui est la mienne. C'est l'aide de noblesse et qui a permis de faire sortir finalement de la culpabilité un certain nombre de patients qui passaient plus pour des gens qui étaient plutôt vicieux que vertueux. Alors, l'addiction, c'est le dérèglement, mais pas que, attention, du circuit de la récompense. N'oubliez pas que, je l'ai dit tout à l'heure, une personne, l'environnement, le produit. Dans la case personne, il y a la partie biologie. C'est celle-là que je vais essayer d'expliquer. On prend un exemple très simple.
La vue d'un carré de chocolat, ou plus généralement d'une sucrerie, provoque chez certains l'envie, voire un besoin irrépressible de la consommer. Ça peut être la vue d'une seringue, d'un citron et du coton. Finalement, tout le matériel pour faire un shoot. Donc, ce phénomène s'explique en partie par l'activation de ce qu'on appelle le système du circuit de la récompense ou mésocorticolimbique pour être tout à fait précis et savant. Ce sont des zones anatomiques dans le cerveau qui se mettent en lien à la faveur de la sécrétion de la dopamine. Et ce circuit va fonctionner en finalement circuit fermé et il va s'épaissir dans le cerveau et il va échapper au contrôle. C'est pour ça qu'on parle de perte de liberté. La première fois que nous avons dégusté donc, un carré de chocolat, ces régions du cerveau impliquées dans le système de la récompense ont été activées, évidemment. C'est un signal de plaisir, et bien ça va rester dans le cerveau, au niveau de l'hippocampe. Donc, ce système que nous partageons avec de nombreux mammifères aussi, attention, hein, il a, lui, pour objectif de maintenir notre équilibre global et de maintenir en vie. Hein. C'est un système archaïque, hein, c'est vraiment un système très vieux. Il nous pousse donc à nous livrer de temps en temps aux activités essentielles du bon fonctionnement. C'est ce qu'on appelle le maintien de la race, ou de l'espèce plutôt, que de la race humaine. Dormir, manger, s'activer, est géré par ce vieux système de récompense. Donc, on va l'activer parce qu'on a ressenti du plaisir et finalement, il va libérer cette fameuse dopamine dont tout le monde en a entendu parler, qui est le messager neuromédiateur chimique du plaisir. Et cette libération de dopamine aide à mémoriser les stimuli agréables. Et donc, on a très envie de revivre cette expérience dopamine, de la dopamine, d'accord? C'est ce qui nous amène à répéter régulièrement. Et certains ont, avec d'autres facteurs qui vont s'associer, ont cette capacité à vouloir revivre cette expérience sans arrêt. Par exemple, si vous êtes une amatrice de chocolat, Valérie, vous allez vouloir tous les soirs revivre cette expérience. Et évidemment, mais comme vous avez un filtre qu'on appelle le cortex qui va vous arrêter parce que vous voulez remettre votre maillot dans 10 mois, en même temps, vous arrêtez de consommer du chocolat au bout d'un carré, pas tous les soirs. Mais tout le monde n'est pas Valérie. Alors, certains refont l'expérience et c'est la tablette qui passe tous les soirs. Vous voyez, elles ont perdu, ces personnes, la liberté de s'abstenir. Et c'est comme ça qu'on reconditionne tout le cerveau dans le mauvais sens. D'accord? Et tout ça, OK. Et tout ça contribue à faire perdre le principe de l'arrêt de sa liberté. OK? D'accord. Donc, on peut conclure quand même, finalement, que l'addiction est donc une maladie. Ah oui, c'est la maladie du cerveau, complètement, tout à fait. Et c'est c'est une maladie qui est biopsychosociale. Il y a un substratum biologique que l'on a découvert, que l'on connaît, et que l'on vérifie régulièrement. Il y a euh, des conditions psychologiques, et il y a un environnement qui nous offre finalement une possibilité d'avoir accès à ce produit de manière privilégiée. Si vous avez les deux conditions et vous n'avez jamais le chocolat, vous ne serez jamais addict au chocolat. Non, on ne peut pas le consommer. Donc, peut-être un petit mot. J'ai fait une note avec Christelle. C'est vrai que peut-être qu'on a un peu de temps. C'est une découverte intéressante finalement. Dans les années 50, c'est un découvreur aussi français, Cobb et Lemoine, qui ont découvert le système de récompense. Et donc, ils ont implanté des électrodes, ils ont stimulé des rats et ils se sont rendus compte que finalement, le rat continuait on lui a donné des produits, à taper sur un levier pour pouvoir avoir sa cocaïne. Donc ça, c'est extrêmement important pour manger, pour vivre. Et puis, ce qui est fantastique, c'est que c'est le fameux système de récompense qui nous a permis de mettre dans la même catégorie que les addictions avec substance, toutes les addictions sans substance, comme le jeu, le sexe. OK? Voilà. Merci pour ces précisions. Il y a un point qui est très important que vous avez abordé là. C'est quoi le déni? Ouais. Le déni, le déni. Alors, le déni, c'est important. Alors, le déni, c'est pas le mensonge,
ce n'est pas la dénégation, c'est un acteur majeur dans les mécanismes qui maintiennent l'addiction. C'est par le déni que finalement la dépendance s'installe, parce que si le déni n'était pas présent, on pourrait s'arrêter de consommer et reprendre finalement une consommation intégrée, tranquille, normale, à la phase d'usage simple. Rappelle-toi, l'usage simple. Mais ensuite, l'usage simple, sous l'effet du déni, devient un usage nocif qui continue à activer, il deviendra finalement, ça passera à la dépendance. C'est une réaction inconsciente, le déni de défense, qui fait que la personne concernée ne voit plus la réalité, ou elle ne la voit pas telle qu'elle est en vérité. Et comme la personne addicte ressent la menace d'une insatisfaction et qui risque de créer un conflit avec elle-même, donc elle va, avec les personnes qui l'entourent, elle adopte finalement une réaction de déni. C'est un aveuglement qui est sincère, et ce n'est pas un mensonge, pour continuer et pour contrer les réalités extérieures, notamment l'environnement et sa personne malade, en quelque sorte, et maintenir sa consommation. Voilà. L'effet, c'est que les personnes vont s'isoler, elles continuent à consommer, elles ne font pas appel à l'aide parce qu'elles ne sont pas malades pour elles-mêmes, elles continuent à s'enfoncer dans la problématique addictive. Donc, c'est un symptôme important. Vous avez le craving et le déni. Les deux mamelles, en quelque sorte, du moteur de l'addiction. C'est vrai que cette situation de déni, c'est parfois ce qu'on rencontre dans les entreprises quand on a des collègues, où on se dit, il y a quelques, il a pas une consommation quand même normale, et on essaie parfois de dire, mais de discuter avec ce collègue, et en fait, on s'aperçoit que la personne, elle ne rentre pas dans notre discussion, et elle se dit, non, non, moi, tout va bien, j'ai pas de problème, et on est vraiment dans cette situation de déni, finalement, et la difficulté, c'est comment on peut, avec nos collègues, arriver parfois à échanger pour essayer d'avancer un peu sur ces situations. On en reparlera après, mais on va continuer. Quelle est la substance la plus addictive de ton point de vue? Alors, on pourrait penser, alors c'est très intéressant comme question parce qu'il y a une différence nette entre la perception sociale et la réalité biologique. Alors, tout le monde pourrait penser que le produit le plus addictif est l'héroïne. C'est les junkies, les drogues, la French Connection, tout ça. Alors qu'en vérité, la drogue la plus addictive et la plus nocive, c'est le tabac. Et elle est très addictive, même sur les expériences menées en laboratoire. Donc, le tabac, d'ailleurs, à telle enseigne qu'on a très peu de personnes qui ont un usage simple du tabac. La plupart de ceux qui consomment sont dépendants. Oui. Sur 10 personnes qui consomment, on en a 9 qui sont dépendantes. Alors, celles qui vous disent, moi, je prends juste une cigarette après le dîner, elles ne sont pas nombreuses. D'abord parce que souvent, elles font preuve de déni, parce qu'elles fument plus que ça. Et c'est parce que si elles ne prennent pas cette cigarette après le dîner ou le déjeuner, elles ne vont pas bien. Donc, elles sont dépendantes. La dépendance, ce n'est pas la quantité consommée, c'est le rapport qu'on a avec le produit. D'accord? Simplement, l'environnement lié à l'héroïne est moins facilité que l'environnement lié au tabac. On n'a pas une épidémie de héroïnomane en France. D'accord? Sinon, on aurait quand même on aurait plus que 75 000 morts. OK? Donc, donc il faut l'avoir en tête. C'est ça qu'il faut avoir en tête. OK? Simplement, le tabac est vendu encore, malgré tout. Oui, c'est une drogue licite. Ah ben, complètement. On peut se poser la question en 2021, pourquoi y a-t-il encore du tabac vendu? Finalement, quel est l'avantage de fumer du tabac? Aucun. Je n'y ai plus trouvé d'avantage depuis longtemps. Très bien. Alors, certaines substances peuvent provoquer des états très préoccupants. Et par exemple, c'est quoi un blackout? On trouve ça avec pas mal de produits, mais l'alcool est plutôt bien placé pour ça. Blackout, c'est une perte de mémoire après une forte consommation, par exemple, d'alcool. On ne se souvient plus de rien. Vraiment, moi, j'ai des patients qui disent j'ai eu un blackout. Je me suis retrouvé allongé, je saignais, tout ça. Il y a une espèce de déconnexion complète des circuits du cerveau physiologique. Et puis, on ne se rappelle pas de rien. On a des bribes qui viennent et qui repartent. C'est ça le phénomène du blackout. On peut le retrouver chez n'importe qui, autant chez les consommateurs simples que chez les personnes qui consomment une grande quantité.
Donc, on n'est pas forcément plus exposé à ça en étant dépendant. Et on peut le retrouver aussi à tous les âges. Mais il est quand même plus inquiétant si on le retrouve chez les plus jeunes. OK? Donc là, c'est quand même intéressant de pouvoir questionner les patients et les personnes quand elles vous disent j'ai fait un total blackout. Ça renseigne sur la vulnérabilité biologique et cérébrale des personnes aussi. Bon, on n'a pas beaucoup d'explications plus poussées que celles que je viens de donner, mais ce qui est sûr, c'est que ça peut provoquer des dégâts chez les personnes. Imaginons un blackout dans des circonstances dans lesquelles on est au volant. Bien. Très accidentogène. C'est sûr. Et dans la continuité de ces événements préoccupants, un bad trip, en définition. Ah ben, comme son nom l'indique, c'est un mauvais voyage. Bad trip. C'est une expérience traumatique. On parlait du bad trip à l'époque, dans les années 50, quand on faisait des expériences avec la LSD, tout ce qui est psychédélique. Hein. C'est une expérience désagréable traumatique qu'on peut retrouver avec pas mal de produits. Et moi, j'ai beaucoup parlé du bad trip chez les jeunes consommateurs de cannabis aussi. Donc, même, en revanche, on le retrouve plutôt avec les produits dits hallucinogènes, LSD, champignons. Quand ces personnes ne sont pas habituées à consommer, elles ne sont pas accompagnées. On retrouve aussi maintenant dans ce qu'on appelle les drogues clubs avec l'ecstasy ou bien les psychostimulants comme la cocaïne. Mais je répète, on a aussi beaucoup de bad trip avec le cannabis maintenant parce qu'il est extrêmement dosé. Ça, il faut l'avoir en tête. Mais les sensations varient en fonction des produits, mais en règle générale, la personne va ressentir des angoisses très fortes, se couper de l'environnement, où elle se trouve, ne plus arriver à contrôler l'effet du produit. Le sentiment d'être embarqué dans quelque chose où on n'a plus la possibilité de s'arrêter. Alors, on peut soit vivre isolément bad trip ou bien le revivre plusieurs fois, notamment si on consomme des produits quand on est fatigué. Alors, quand on est en bad trip, il faut se raisonner, rationaliser, dire bon, on a pris quelque chose, donc c'est un truc extérieur, ce n'est pas moi qui suis en train de perdre la tête, devenir fou. Oui. Alors, certains bad trips peuvent aussi aboutir à des attaques de panique et parfois même installer la maladie. Donc, voilà pour la sémiologie bien précise du bad trip. Bon, effectivement, c'est à prendre au sérieux. Le binge drinking est-il dangereux pour la santé? C'est quoi le binge drinking d'abord hein? C'est boire beaucoup sur un temps court. Alors, il y a des définitions partout. Celle que j'aime bien, c'est celle de la NI3A, l'International Institute for Alcohol, Alcoholism and Addiction, dans laquelle on dit qu'il faut arriver à plus de 0,75 mg d'alcool pur dans le sang en moins de 2 heures. Donc, c'est une alcoolisation massive sur un temps court pour être. Voilà. C'est une pratique qui a été beaucoup utilisée par les jeunes, mais qui a. Alors, évidemment, on n'arrête pas de dire que ça vient des pays d'Angleterre. Ils n'aiment pas beaucoup quand on dit ça. C'est un peu vrai, mais aussi pas complètement vrai. On faisait du bad trip, du binge drinking en France, dans les fêtes traditionnelles, dans certaines régions de France. Hein. Vous avez fait un tour dans les fêtes bayonnaises, c'est du vrai bad trip. Hein. Voilà, entre autres. Mais pas que. J'aime beaucoup le Pays Basque, attention. Amuser, donc, ce qui se passe, on a une grosse consommation et puis on risque de faire des états de mal, on est mal, on peut rentrer dans des considérations où on peut faire souffrir le cerveau, le cœur. Et on a quand même des populations maintenant d'anciens consommateurs de cette manière qui ont des effets au niveau cérébral. Donc, on retrouve dans certaines imageries des atteintes cérébrales discrètes qui ne sont pas fonctionnellement perceptibles, mais qui ont endommagé le cerveau. Alors, il y a aussi le risque de passage auto- ou hétéro-agressif hein, lorsqu'on fait des bad trips, des comas éthyliques, et avec des risques de se retrouver en urgence absolue à la faveur d'un coma éthylique important. Donc, je dis aux jeunes, s'il y en a quelques-uns ou aux parents branchés, si on est témoin d'un bad trip,
d'un binge drinking, il ne faut pas hésiter à appeler le secours et à mettre en position de sécurité les personnes qui vivent ce moment peut être très pénible. Qu'est-ce que je peux dire d'autre aussi? Je m'étais fait quelques notes, évidemment. Ouais, les violences. Et puis, oui, c'est vrai, le binge drinking chez les filles, on l'a remarqué aussi, ben, elles peuvent être vulnérabilisées et être l'objet d'agressions sexuelles. D'accord? On l'a retrouvé. On a pensé longtemps que finalement, quand on est jeune, on fait du binge. Après, quand on prend de l'âge, le cerveau arrive à retrouver son harmonie. Non, mais on a comparé deux populations. Une de jeunes qui ont fait du binge et une autre qui n'a pas fait de binge. Mais celle qui a fait du binge était moins performante sur le plan professionnel plus tard. Donc, ce n'est pas anodin et ce n'est pas sans Ce n'est pas conséquence à anodin, long non, terme, non, en fait. absolument. Et puis, on a les échecs scolaires au lycée et tout ça. Tout à fait. Voilà, donc il faut avoir vraiment ça en tête. Ce n'est pas banal. C'est pas banal, ouais. Alors, pour faire une petite transition avec effectivement cette population à risque aujourd'hui, quelle est la population la plus vulnérable aux addictions? Je viens de le dire de certaine manière, ce sont les adolescents parce que le cerveau de l'adolescent, pas de l'adolescent, le cerveau humain, il mature jusqu'à tard. Hein. Vous savez jusqu'à quel âge le cerveau continuait à pousser, grossir? Jusqu'à 23-25 ans. Ouais. Donc, quand on fait des expériences addictives, et parfois quand elles sont poussées entre 15 et 23 ans, on a de fortes chances d'endommager le cerveau. On est très sensible aux substances chimiques. Je lisais là, sur la note que j'ai, à l'âge de 17 ans, seuls 6,6% des jeunes n'ont expérimenté aucune des trois drogues, c'est-à-dire celles qui sont sur le podium, alcool, tabac et cannabis. C'est énorme. Vous avez donc 93% des jeunes qui les ont déjà expérimentés. Alors, évidemment, c'est compliqué de dire aux jeunes de ne pas du tout faire d'expérience. Et bon, on n'est pas là pour leur prescrire, mais elles doivent être les moins traumatiques possibles, les plus courtes possibles pour éviter d'endommager le cerveau. Et puis, ce qu'il faut avoir en tête, ça c'est important, c'est que les addictions et les maladies psychiatriques liées aux addictions ont plus de chances de s'installer et de durer quand le contact avec le produit se fait d'autant plus jeune, se fait précocement. Il y a beaucoup de littérature là-dessus scientifique. Et on a ce qu'on appelle des cohortes de suivi, c'est-à-dire on a suivi des gens depuis leur naissance. Et on s'est bien rendu compte qu'à l'âge de 15 ans, c'est l'âge retenu. Si on a consommé avant, on a plus de chances d'avoir des problèmes après. Si on a pris le temps de consommer plus tard, les risques sont moins importants. D'accord? Donc, attention. Non, effectivement, attention, et dans ces cas, effectivement, de consommation sur des jeunes ou avec certaines problématiques, à qui s'adresser quand un adolescent présente un comportement addictif? Alors, la première des choses, c'est de savoir, lorsque l'adolescent est en capacité de le faire et il n'est pas dans le déni, il faut qu'il se confie à ses parents. Et lorsque les parents le savent ou l'adolescent le voit, il peut aller en parler à son médecin généraliste. Il peut parler à l'infirmière scolaire. Donc, les personnes les plus proches. Et quand la situation devient difficile à gérer, on a des structures qui ont été mises en place en France dédiées à cela. C'est ce qu'on appelle les consultations jeunes consommateurs, où il est possible de faire un bilan, une information personnalisée, où on vient confier la parole à des professionnels de santé. C'est aussi des structures où on peut accompagner les personnes, les jeunes et leurs parents, pour réduire la consommation, pour proposer des situations difficiles et pour les accompagner aussi dans le risque qui est important, c'est l'échec scolaire, ce qu'on appelle les CJC. Okay, et évidemment, à partir de CJC, on peut confier à des structures plus spécialisées, soit des services d'addictologie de niveau 1, 2 ou 3, soit alors des services de psychiatrie, si une pathologie psychiatrique prégnante et prééminente. Et d'ailleurs, si les gens veulent avoir une information, ils peuvent aller sur le portail Addicted, tout y est, et avec une arborescence et puis des rendez-vous et des adresses qui peuvent être proposées. Voilà.
Alors, quel est le bon réflexe si j'ai un doute sur ma consommation, sur mon comportement? Alors, je l'ai dit, hein, mais je le répète, c'est l'auto-évaluation. D'abord, évidemment, le déni étant présent, la première chose qu'on fera, c'est qu'on se combat à son voisin, son copain, son collègue. Moi, je bois moins que lui, la preuve. Bon, ça va. Tout le monde fait ça. On est toujours moins alcoolique que l'autre. C'est notre père. Si on a un doute, eh ben, on va s'auto-évaluer, comme on l'a dit. On va sur le portail, on récupère en fonction des produits, et puis on s'auto-évalue. OK? Et ça, c'est important. Donc, quelques questions, donc on peut avoir une petite réponse. Je le répète, hein, ce n'est pas un diagnostic qu'on peut avoir face à un médecin, mais bon, ça nous permet d'avoir une petite idée et d'impulser finalement une stratégie de maîtrise. Voilà. Si on est déjà dans la dépendance, donc là, c'est plus compliqué. Il faut vraiment penser à aller voir un professionnel. Et là, pour le coup, on est là pour aider évidemment toutes les personnes dans cette démarche. Donc, on a tous les questionnaires sur l'espace, hein, sur Addicted, avec pour tous les produits, alcool, tabac, cannabis, jeux d'argent, jeux de hasard, et même un questionnaire sur les addictions au travail, pour Kaolis. OK? Très bien. Alors, ce qui est bien, on peut réaliser seul le questionnaire, et puis ensuite, il est anonymisé, et puis on peut aussi éventuellement avoir un avis ou une aide du médecin traitant, vous le faites vous-même ou bien d'un médecin de travail. Merci. Alors, que faire si ma consommation, mon comportement relève d'un usage problématique ou de la dépendance? Alors là, on tombe directement dans autre chose, hein, dans la clinique, hein, pure et dure. Hein. Il y a plusieurs possibilités. Donc, on peut consulter un spécialiste directement, un addictologue. On a sur le portail, évidemment, les adresses. Et ce qui est intéressant dans notre portail, on peut géolocaliser un praticien ou une équipe euh, en fonction à côté de notre adresse. Donc, ça, c'est bien. Au domicile ou lieu de travail. Il y a aussi la vieille technique des lignes téléphoniques dédiées qui sont proposées par l'État. Tabac Info Service, tout le monde connaît. Alcool Info Service, Drogue Info Service, Jeunes Info Service. Donc, tout ceci peut vous renvoyer vers les structures comme celles que je viens de citer. Il y a aussi maintenant une émulation auprès des associations qui est intéressante, comme les groupes de parole, ou bien les alcooliques anonymes, les narcotiques anonymes. Il n'y a pas que ça. Les joueurs anonymes, ils peuvent beaucoup nous aider. Il y a aussi les patients, les groupes d'entraide sur Facebook qui vous accompagnent. Alors, on a un dont on va en parler, c'est Je ne fume plus, qui est très bien, donc addiction à l'alcool. Ensemble, on est plus fort. Ce sont vraiment, hein, ils ont gagné en professionnalisme, en efficacité, en écoute, et ils ont une place extrêmement importante, même précieuse. Enfin, je refais un coup de pub pour nous. Sur Addicted, on a un forum qui est, lui, anonymisé et qui est géré par des patients aussi, hein, qui peuvent très clairement accompagner les personnes qui timidement viennent gratter à la porte de notre site. Et puis voilà, c'est un pied efficient, ça, qui peut aller aussi. Du coup. Tout à fait. Donc ça, tout ça, c'est extrêmement important à avoir ça en tête. Hein. Alors, on arrive un petit peu à la fin de cette présentation. Euh, que retenir et un petit peu le mot de la fin, Amine, avant peut-être qu'on puisse répondre Oui, aux questions. eh bien, ce qu'il faut retenir, c'est que l'addiction, ce n'est pas un vice ni un travers, c'est une maladie. Et ça ne sert à rien d'aller culpabiliser les personnes ou de leur dire aie un peu plus de volonté, sois un peu plus courageux, tu ne peux pas te laisser aller. C'est un peu comme les dépressifs à qui on dit mais bon sang, sort de ce lit, alors que c'est bien le problème. C'est que culpabiliser des personnes qui sont en position de ne plus être en capacité de s'abstenir. Donc, c'est toute leur liberté d'action qui est entravée. Donc, les tabous doivent être relevés pour encourager ces personnes atteintes de cette maladie et leur dire oui, c'est vrai, ça existe. Il y a des solutions, il y a un moyen de s'en sortir. La prise en charge, évidemment, soignante et médicale, elle doit être adaptée en fonction de là où on est, hein, le parcours du patient, là où elle se trouve. Et là, c'est important aussi de se situer. Il arrive parfois que ce ne soit plus à l'addiction le problème. C'est par exemple quelqu'un qui a un cancer du foie parce qu'il a bu toute sa vie, il a été cirrhotique. On va le gérer d'abord pour ce truc. Et puis, très clairement, il arrêtera de boire parce qu'on est derrière, il y a tout un support.
Alors, il faut dire une chose importante, il est capable, il est possible de s'en sortir. Le Cabu Bora, c'est faux. Il y a moyen de s'en sortir. Et donc, pour cela, il ne faut pas hésiter à franchir le pas et pour se faire aider, se faire accompagner. Les outils, on vous les a donnés. Donc, là, c'est extrêmement utile et important de pouvoir faire ce pas. Alors, je le dis à la fois pour les personnes souffrantes, pour leur entourage, mais aussi pour les médecins qui ne sont pas spécialement habitués à avoir recours ou bien à recevoir des personnes addictes. Ça m'étonnerait. 40% de la consultation en médecine de ville, c'est de l'addiction. Voilà, en gros, finalement, ce que je voulais dire en conclusion, Valérie. Je pense que on a donné peut-être envie aux gens d'aller voir plus loin et pour ça, ils peuvent aller sur le portail. C'est ça. Alors effectivement, sur le portail Addicted, hein, le village des addictions, vous trouverez tous les tests d'auto-évaluation. Et donc ça, je pense que c'est une démarche importante, c'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience que vous allez faire, que les personnes effectivement concernées peuvent faire. Il y a aussi des forums d'échange de façon à effectivement avoir des contacts, à partager des situations, des environnements, des questions et de manière anonyme avec des patients experts. Donc, c'est quoi un patient expert? C'est vraiment quelqu'un qui a eu cette maladie et qui, effectivement, comme le disait le professeur Benyamina, on peut s'en sortir de toutes ces addictions. Donc, il existe effectivement des accompagnants, des accompagnements et la possibilité, effectivement, de pouvoir trouver un praticien, quelqu'un qui va pouvoir vous aider au plus proche, effectivement, soit de votre domicile, soit de votre lieu de travail. Et ça, c'est important de se dire que finalement, on n'est pas seul dans ces problématiques-là, qu'on a tout un écosystème aujourd'hui en France qui nous permet effectivement de pouvoir se faire accompagner. Alors, je vais faire une transition aussi sur efficience santé au travail. Nous sommes un organisme de prévention et de santé au travail. Donc, nos professionnels de santé, c'est-à-dire le médecin du travail, l'infirmier de santé au travail, le psychologue du travail et toutes les personnes que vous pourriez, je dirais, rencontrer au fil des visites, soit au sein de nos centres, soit directement dans votre entreprise, peuvent effectivement aussi être à l'écoute, vous accompagner. Le rôle du médecin du travail peut être de vous orienter effectivement dans une consultation spécialisée. L'infirmier de santé au travail peut aussi vous orienter et vous accompagner sur ces démarches. Donc ça, c'est important, ne pas rester seul face à cette situation. Et quand vous, collaborateur ou individu, vous êtes témoin finalement d'une situation, eh bien, effectivement, comme le disait Amine, il ne faut pas première chose à faire, c'est ne pas être dans le jugement. Et on le voit dans le monde de l'entreprise, ça peut être très délétère finalement d'être dans le jugement d'une personne qui a cette problématique. Et je pense qu'on évolue et on évoluera encore plus on aura une considération, je dirais, que c'est une maladie. Et que donc, toute maladie, finalement, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on accompagne, on la prévient. Et le rôle, effectivement, des entreprises est aussi d'être dans cet accompagnement. Mais pour ça, il faut pouvoir, effectivement, à un moment donné, échanger. Et donc, accepter d'en parler. Et c'est une des plus grandes difficultés je dirais, de cette maladie, c'est de sortir du déni. S'il y avait trois questions ou quelques questions, je n'ai pas vu de questions sur le chat. Est-ce qu'il y en a? Parce que c'est le moment, effectivement, de pouvoir les poser. J'en ai pas Absolument. vu. Peut-être que Absolument. non, j'en ai pas vu sur la discussion. Donc, on peut effectivement comment aider, par exemple, parler à un proche qui est dans le déni. Amine, est-ce que tu as quelques pistes pour nous aider? Parce qu'effectivement, parfois, on s'y prend très, très mal Non, mais et c'est on ne pas sait pas simple, hein. faire. Mais Ce oui, n'est c'est pas ça. simple. Ce n'est C'est pas pas simple. simple, je vous le dis, hein, ce n'est pas simple. C'est la barrière qui empêche les personnes de se faire soigner. Donc, il faut être patient avec la personne qui est dans le déni. Il faut régulièrement lui renvoyer ses contradictions. C'est un peu la technique qu'on fait dans le cadre de l'entretien motivationnel. Alors moi, il m'arrive parfois de proposer des choses tout à fait un peu malicieuses. Je dis aux personnes qui voient leurs amis, leurs conjoints, leurs frères et sœurs, ou bien leurs copains alcoolisés ou bien sous l'effet de drogue, je leur dis, tu le filmes, tu fais 30 secondes. Et bien, tu ne vas pas le faire partager, mais tu le montres. Voilà, regarde. Et Donc, hier soir, c'était comme ça. et voilà, voilà comment tu étais. Et puis,
Évidemment, l'idée, ce n'est pas de l'afficher, comme on dit chez les Non, jeunes. Non, mais c'est de lui montrer un certain nombre de choses. C'est les creux de la réalité, sans commentaire et sans jugement. c'est ça. Simplement, beaucoup d'empathie, beaucoup d'amour hein, pour ceux qui partagent ça. Régulièrement, voilà. La confrontation ne marche pas. C'est la solution de facilité. La confrontation n'a qu'un effet, c'est nous permettre de nous soulager, de nous déstresser par rapport à la situation provoquée par la personne. Elle n'est pas faite pour l'autre, elle est faite pour nous. Il ne faut Ouais. jamais oublier ça. Donc, c'est pour ça que c'est plus compliqué d'être patient et de travailler au long cours avec la personne que de se confronter à elle. C'est vite dit. Et en disant ça, je pense beaucoup aux proches, beaucoup à l'entourage, parce que eux, ils sont oubliés. Les aidants, ils doivent être aidés, ils doivent être entendus, ils doivent être écoutés. Aussi. Euh, Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur les nouvelles drogues aujourd'hui? Parce qu'effectivement, on n'est pas toujours au fait et c'est vrai que… Il y a des drogues que tout le monde connaît. Bon, c'est pas une drogue, mais c'est quand même une conduite dangereuse, c'est la consommation du protoxyde d'azote. Là. Les cartouches de gaz hilarant, ça devient compliqué. Hein, on en a partout. Il y a des tendances particulières. Par exemple, les jeunes qui consomment ce qu'on appelle purple drink, la lean. C'est un mélange d'un sirop à base de codéine dans lequel on met un antihistaminique, tout le monde connaît, c'est des produits pour éviter de se gratter, tout ça, et un soda chez des gamins qui ont 14, 15 ans, 16 ans, alors qu'à l'intérieur, on a quand même le cousin direct d'héroïne, hein, la codéine. Donc ça, il y a toute la stratégie, là pour le coup, ça devient une mode dans un milieu qui tend à ne plus être exclusif, c'est les pratiques sexuelles sous drogue, les chemsex, les catinones. Toutes les drogues de synthèse sont des nouvelles drogues. Elles sont plus compliquées finalement à gérer et à bloquer parce qu'elles ne sont pas référencées et les effets, on les connaît et on commence à les gérer, à les maîtriser tardivement. Donc c'est ça. Il y a les nouvelles drogues, c'est aussi les drogues, finalement les jeux, les logiciels mis sur le marché par des majors qui travaillent, qui connaissent autant que moi, même parfois plus, comment fonctionne le système de récompense. Mhm. Comme avait dit un grand patron de télévision, nous, ce qu'on veut, c'est vendre une partie du cerveau. Voilà, c'est exactement ce qui se passe. Donc, on a du travail encore. Alors effectivement, oui, vu ces événements, on a du travail, effectivement. Toujours pas de questions? Euh, Bon, il reste quelques minutes. Bien sûr. Euh, ne pas hésiter. Alors, je vais parler effectivement des futurs webinaires et actions qu'on va avoir, hein, toujours sur les thématiques des addictions. Donc, le mois d'octobre, effectivement, sur la prévention cancer. Donc, il y a effectivement tout un tas d'actions aussi qui peuvent être faites par nos médecins du travail, par les infirmiers de santé au travail. On va pouvoir aussi commencer à préparer le mois sans tabac Oui. puisqu'on en a quand même parlé hein, lors de toute cette discussion liée à cette addiction et avec tout ce que ça peut effectivement derrière engendrer à la fois au niveau de la santé, mais à la fois parfois aussi de l'organisation du travail aussi au sein des entreprises. C'est pas anodin, des entreprises, et on s'aperçoit qu'on peut avoir des entreprises dans lesquelles on a un taux, entre guillemets, de consommateurs de tabac plus ou moins important. Et ça peut effectivement générer aussi des situations compliquées à gérer dans l'organisation, dans le type de management. Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a, je prends des exemples, hein, mais on peut avoir des discussions finalement un peu importantes, voire même des fois stratégiques, hein, qui se prennent entre les fumeurs parce qu'ils ont des rituels et en termes d'intégration et parfois de partage d'informations, ça peut effectivement poser des problèmes. Donc, c'est des sujets qui gravitent autour de cette problématique, mais qui sont au sein des entreprises parfois importants à ne pas en tout cas ignorer. Écoutez, si vous n'avez Il pas y de a peut-être un questions, point oui, qui va venir juste après le mois sans tabac, c'est le mois de janvier, oui, le défi de janvier. c'est Et donc ça. ça, c'est aussi un J'en truc parlais. intéressant. Alors, il faudra quand même réfléchir à comment décliner, comment parler d'alcool. Le mois de janvier, ce n'est pas un mois sans alcool.
attention, c'est quand même une sensibilisation. On dit, bon, de manière ludique, on dit, bon, on arrête de boire pendant le mois de janvier, on voit ce que ça donne. Et on essaie de voir comment s'interpeller. Et ça, probablement, on fera des choses ensemble aussi. Hein. On verra Oui. comment Alors, passer des infos, comment passer des messages à ce moment-là. ouais, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est un mois où effectivement, en plus, il y a énormément de sollicitations. Mm. Là, si on retrouve une vie, entre guillemets, normale, avec beaucoup d'échanges et de réunions et autres, c'est vrai que le mois de janvier est un mois des vœux, de célébration de plein de choses, la nouvelle année, et avec des consommations qui sont parfois un peu trop importantes et qui sont l'occasion, notamment parfois dans les entreprises, hein, d'avoir des consommations parfois excessives, hein, avec des séminaires de rentrée. Enfin voilà, j'ai vécu dans des grands groupes parfois des situations où effectivement tout ce qu'on a pu décrire eh bien, était réuni dans une même soirée. Donc on n'a Ouais. pas toujours besoin d'avoir que des adolescents pour avoir ce type de situation, malheureusement. Et c'est-à-dire qu'il faut arriver aussi à évoluer. Au niveau de la relation alcool-entreprise, je pense que c'est vraiment des axes d'amélioration. On y est, on en parle de plus en plus, donc je pense que ça peut aussi aider tout le monde finalement par rapport à ces situations-là. Donc oui, il faudra qu'on fasse effectivement Oui, des bien sûr. actions. Bien. Euh, On va y et ça ne veut réfléchir. pas dire un mois de janvier sans alcool forcément, mais en tout cas, réduire fortement sa consommation d'alcool, ça permet aussi de voir finalement où on en est chacun et être capable de le faire, voir aussi effectivement les effets positifs d'une baisse de consommation. Parce que c'est un exercice comme un autre, mais quand on en voit après les bénéfices, c'est toujours plus facile de remettre en perspective une consommation parfois mieux maîtrisée. Tout à fait. Et puis, c'est vrai que c'est le mois sans. Le défi de janvier, c'est aussi une occasion de faire un point sur toutes ces éditions. Hein. Il n'y a pas que ça. Tout à fait. Voilà, donc, Merci à tous. on a du pain sur la planche. Merci, Oui, merci Valérie, et merci à Efficience. merci beaucoup à tous pour votre participation. Donc, merci Addicted, merci Amine. Ravi toujours d'animer ces séances avec toi. À très bientôt. Merci beaucoup.